Deuxième temps fort de notre séminaire, on va prendre des exemples d'entreprises avec leur travail d'innovation. Donc là, on va encore se projeter dans le futur, mais un futur proche, parce qu'en fait, ce sont donc des entreprises qui sont aussi dans la phase application, la phase recherche et application. Et on va commencer avec Nathalie Deschamps, chef de service détection géoréférencement à un réseau qui fait partie du groupe Eurovia. Donc là, je vais vous laisser nous présenter votre réalisation. C'est un outil de visualisation via la réalité augmentée pour les contrôles de réseau, géodétection et géoréférencement à réseau. On vous écoute. Bonjour à toutes et tous. Donc oui, Madame Deschamps, Nathalie, conducteur de travaux chez Arezo. Donc on est une petite succursale de Roga. Je vous présente ça aujourd'hui avec Alexandre, qui est chez nous ingénieur en formation spécialisé dans le BIM justement. Donc on est en plein dans Si éventuellement vous pouvez parler un peu plus fort parce qu'on ne vous entend pas exceptionnellement bien. Ok, ça marche. Ah oui. Du coup, je vous laisse démarrer la présentation avec la vidéo qui a été prévue à cet effet. Je crois qu'il y a eu un petit problème technique. On va redemander à la technique, à vous Cognac-G, pour relancer la vidéo. Merci. Arezo et Arcans ont travaillé sur un projet en commun de visualisation directe des réseaux enterrés. L'objectif numéro 1, c'était une visualisation globale en début de chantier pour connaître tout de suite ces problématiques à venir. L'objectif numéro 2, c'était un outil qui serve au chef de chantier, notamment sur l'implantation de ces réseaux en amont de son chantier, mais surtout en phase travaux. Et enfin, l'objectif numéro 3, c'était un outil adapté au chantier, donc un outil facile d'utilisation et adapté à tous, ça grâce à une application très intuitive. Alors, du coup, on va repasser sur le PowerPoint.
Est-ce que quelqu'un pourrait me présenter? Merci beaucoup. Du coup, donc oui, donc on a travaillé en collaboration avec Trimble pour pouvoir avoir un outil qui soit transportable facilement et surtout précis en termes de GPS. Du coup, l'idée de départ, c'était d'avoir quelque chose de facilement exploitable pour nos chefs de chantier, pour qu'ils aient en permanence la visibilité sur leur réseau enterré, notamment en phase travaux, lorsqu'on vient effacer régulièrement, soit par le passage d'engins, soit par du rabotage, les réseaux qui ont été marqués au sol préalablement. Donc, lors du développement de ce produit, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir d'autres applications. On va se retrouver aussi sur des applications de projets où, lors de la commercialisation d'un produit, on est capable de le visualiser sur un terrain nu, par exemple, voir notre projet en réalité augmentée et du coup se rendre compte de la place qu'il prend dans l'espace. Et ensuite, on peut également faire des levées de points très ponctuels pour mettre les nouveaux plans, parmi les plans de récolement, mettre les nouveaux ouvrages qui ont été réalisés et pour les insérer au plan suivant. Donc la visualisation en réalité augmentée avec le Trimble Sight Vision. Je vais vous parler de comment fonctionne l'appareil. Donc tout d'abord, il faut quelques prérequis. Donc le projet doit être géoréférencé et on doit avoir une couverture satellite pour un résultat optimal. Donc c'est possible de travailler en local avec l'appareil. Cependant, une ouverture satellite permet un ouvrage plus précis et les formes d'entrée sont en format DWG ou à des fichiers spécialisés en topographie. Donc on a ici quelques exemples, dont AutoCAD et Revit, qui sont les principaux formats de fichiers pour le Trimble Sight Vision. Ensuite, ces fichiers sont intégrés dans une plateforme Trimble Connect qui permet la transition entre l'ordinateur et le téléphone, où la transition se fait pour ce fichier. Et la plateforme Trimble Sight Vision, en réalité, elle sert juste pour basculer le plan et ensuite pour récupérer des éléments travaillés sur l'appareil. Les données de sortie, donc voilà ici une illustration. Les données de sortie, c'est en gros une image avec des lignes qui forment les différents réseaux observés avec des codes couleurs, comme les codes couleurs classiques qu'on a dans les TP. Et on peut ajouter des blocs informatifs justement pour préciser les profondeurs. Par exemple, ici, on peut voir un réseau d'AEP avec un code de 0,80 pour annoncer la profondeur qui est à 0,80. On peut également ajouter des jeux de transparence qui permettent de faire apparaître ou disparaître des projets, donc pour permettre une visualisation plus précise ou moins précise selon ce qu'on veut observer sur terrain. Donc toujours sur les données de sortie, on peut jouer sur la profondeur, comme je l'ai dit juste avant, et on peut également visualiser sous forme de sondage intrusif, donc des vues en fosse, où là on peut apercevoir le réseau qui est à la bonne profondeur avec des petites lignes qui permettent justement d'échelonner la profondeur et de voir à quelle profondeur on est sur le chantier avec des informations. Le Sight Vision est couplé avec une canne de géomètre. Donc on peut voir ici le format du Sight Vision. On a une canne de géomètre avec un téléphone intégré et ensuite qui est connecté à la coupelle GPS qui permet justement de travailler en données satellites. Et justement, voilà, avant on était obligé d'avoir une connexion GPS pour pouvoir travailler hormis en local. Mais maintenant, une fois que le plan a été chargé une première fois, on peut le retrouver directement sans avoir de connexion Internet. Donc, c'est assez intéressant pour les zones où on n'a pas forcément des accès Internet précis et à 100% du temps. Donc voilà, on a besoin d'une connexion Internet afin de charger les projets, mais on peut aussi le caler à la main. Donc à la main, c'est un peu grossier, mais voilà, on peut le caler en fonction des différents composants qu'on connaît sur le chantier. On peut donc s'accorder grâce à ces composantes à des affleurants, par exemple, où du coup, on permet d'avoir le plan calé au bon endroit. Par contre, c'est toujours un peu moins précis que la connexion satellite, qui elle est précise à 2 à 4 cm, qui ne bouge pas et qui est orientée en fonction des pas qu'on peut effectuer. Donc voilà, une fois qu'on a le plan avec la connexion Internet, on le cale ensuite en fonction du nord en effectuant des pas dans X ou Y direction. Et c'est ce qui permet de caler le plan et il ne bougera plus et il est parfaitement calé sur les données satellitaires.
concernant la prise de mesure, donc on peut lever des points avec le Sight Vision. C'est aussi pour ça qu'on a intégré la canne pour pouvoir être de niveau et avoir une hauteur qui ne varie pas. On effectue ces levées de points sur le téléphone et ensuite cette levée de points est mise dans un fichier CSV qui est envoyé directement dans la plateforme Trimble Connect. Et c'est là-dessus ensuite qu'au bureau, on peut récupérer le fichier CSV et ensuite l'intégrer dans un fichier DWG ou Revit ou peu importe. Concernant le terrain, voilà, on a besoin d'une connexion Internet, comme je l'ai dit par la suite, qui nous permet d'avoir une précision jusqu'à 2 cm. Donc aussi, comme je l'ai dit, en local et quand on n'a pas de connexion Internet, on peut le caler manuellement, mais une connexion satellitaire calée permet d'être précis jusqu'à 2 cm. Alors pour conclure, aujourd'hui l'outil est mis en service. Ça fait donc 1 an à peu près qu'il est sur le marché. Nous avons équipé 5 de nos agences. On a des bons retours là-dessus, les chefs de satisfaits. L'échange avec le bureau se fait instantanément. Une levée de points dans les 10 minutes arrive au géomètre au bureau. Donc ça a été apprécié. On s'est surtout rendu compte aussi que les acteurs du coup, sont complètement autonomes sur l'appareil. Ils n'ont pas besoin de nous en soutien, si ce n'est pour le démarrage. Ils prennent très vite en main l'outil à leur compte. Et sinon, voilà. Après, c'est surtout aussi qu'on travaille avec Trimble, donc c'est en perpétuel. Ils sont toujours en train d'innover sur ce projet. On continue à travailler dessus. Voilà. Merci de votre écoute. Merci. Merci beaucoup. Alors, s'il y a des questions là-dessus, encore une fois, possibilité de poser vos questions sur la rubrique questions. Alors, je vois qu'il y a aussi des questions, même des gens qui échangent entre eux sur la rubrique chat, et c'est fait pour ça. C'est-à-dire que pendant les conférences, il y a des gens qui parlent entre eux, mais c'est tout à fait autorisé dans le cadre des webinaires, d'ailleurs comme dans les conférences, où il y a aussi parfois des échanges en aparté. Donc, s'il y a des questions, on les prendra tout à l'heure. On va faire l'autre présentation par David Michon de la société Colas. Alors là, on parle du Wattway Pack. Et donc, on parle aussi d'autonomie énergétique. David Michon, on vous écoute. Votre micro, oui, votre micro n'est pas bon. Voilà, le micro, ça donne. Formidable. Bien, écoutez, merci de votre accueil. Dans ces conditions difficiles, c'est quand même une prouesse technique et humaine de pouvoir organiser finalement ces rencontres de la recherche et de l'innovation en format digitalisé. J'avais eu le plaisir de venir chez vous déjà, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, et on avait à cette époque-là évoqué Wattway, ce que devenait Wattway, et puis Wattway aujourd'hui a grandi, a arrivé à maturité technologique. Et je suis très heureux de vous présenter donc une première gamme aujourd'hui qui est maintenant commercialisée, qui s'appelle donc Wattway Pack. Et Wattway Pack, donc c'est une solution qui permet aujourd'hui de rendre autonomes les équipements en bord de voirie. Quand on parle d'équipements, c'est des équipements plutôt publics, sur des segments de mobilité, sur des segments de sécurité ou de cadre de vie. Voilà, je vais vous proposer de passer au slide suivant. S'il vous plaît. Merci. Voilà, donc ici, vous avez des exemples en photo. Et la petite histoire, c'est juste pour reprendre un peu l'historique de Wattway. Donc, en 2016, Colas a l'idée de pouvoir installer des dalles photovoltaïques circulables sur de la voirie. Et nous avons eu, depuis donc, juin 2016 jusqu'à fin d'année 2019, 40 sites expérimentaux en France et dans le monde pour vraiment tester la technologie, pouvoir lui apporter des corrections, des améliorations. Ce qui fait que depuis juin 2016 jusqu'à ce jour, nous avons créé 12 versions de dalles différentes. Aujourd'hui, donc, on a la V2.2, qui est donc la 12e génération de dalle, qui est une dalle aujourd'hui qui nous permet donc d'arriver à la maturité technologique sur cette innovation. Le principe est de pouvoir donc encapsuler une cellule photovoltaïque et ensuite de pouvoir la proposer sur tout type de support enrobé, donc c'est-à-dire
une voirie, un parking, une piste cyclable, un trottoir, etc., etc. Et là, vous avez aujourd'hui donc des packages, donc c'est-à-dire ce sont des installations qui font entre 3 et 12 dalles et qui permettent voilà, d'alimenter, par exemple, des abris vélos qui vont être des abris vélos autonomes et sécurisés. Alors sécurisés puisque avec notre partenaire nantais Nielsen Concept, c'est une société qui récupère donc des contenants maritimes et qui les transforme en abris vélos sécurisés avec une petite application sur son téléphone portable, hein, donc son smartphone, et qui permet eh bien, de générer un code d'accès. Et donc, en tant qu'utilisateur de vélo assistance électrique, ma principale crainte, c'est le vol. Hein, une bicyclette qui coûte au bas mot, au premier prix, autour de 1 300, 1 500 €. Et bien là, donc, on va être protégé du vol, puisque dans cet abri vélo, j'ai un code d'accès spécifique qui va venir m'offrir l'accès au Mobilipod de Nielsen Concept, de pouvoir poser mon vélo sur une borne de recharge de vélo qui sera sécurisée, ainsi qu'un casier individuel qui me permettra de poser l'ensemble de mes équipements, donc le casque, le sac à dos, les habits de pluie, etc. Et cet abri, donc, il est autonome, mais il est pardon, sécurisé, mais il est également autonome, puisque, comme vous pouvez le voir sur cette photo, vous avez des dalles Wattway qui permettent donc l'autonomie énergétique de cet équipement. Alors là, on a mis 3 dalles, mais on pourrait rajouter 3 autres dalles supplémentaires pour rajouter, par exemple, un compresseur, puis 3 autres dalles pour rajouter un banc connecté avec un spot Wi-Fi, etc., etc., etc. Voilà. À droite, ici, on a un autre package très intéressant qui est celui donc, du passage piéton autonome sécurisé. On a aujourd'hui énormément de demandes sur ce segment-là, qui est donc plutôt le segment sécurité. Sur le segment sécurité, aujourd'hui, quasiment 90% de nos demandes concernent le passage piéton sécurisé, notamment des maires qui nous demandent de la sécurisation de la sortie des écoles primaires et maternelles. Et là, ben voilà, on a un passage piéton avec 4 potelets, plus 3 dalles, plus une batterie. Et on va y ajouter une petite horloge astronomique pour déclencher le passage piéton dès qu'il fait nuit et s'éteindre dès qu'il fait jour. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de demandes. Tous nos carnets de commandes sont pleins jusqu'au mois de juin pour l'installation de ce type d'équipement. Quand je dis packagé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez vu l'abri vélo ou les potelets qui sont alimentés sur ce passage piéton. Wattway apporte l'ensemble de la solution, c'est-à-dire donc, les dalles, la batterie et l'équipement. Et puis au milieu, on est en Hollande, ici, donc avec donc, des dalles sur une piste cyclable, et ces dalles viennent alimenter la station-service vélo que nous avons ici. Voilà, une station multiservice avec borne de recharge, compresseur, atelier de réparation, etc. Voilà, je vous propose de passer au slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, alors là, vous allez patienter puisque la vidéo va débuter. Je vais vous montrer un petit film de 40 secondes avec des réalisations Wattway. Voilà, j'ai activé mon micro. Donc là, vous venez de voir un petit film donc, de 40 secondes avec deux exemples qui donc se situent, sur une agglomération avec une caméra qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et cette caméra est équipée d'un routeur qui permet donc à notre client de pouvoir constater les images produites par la caméra en temps réel. Et juste pour une petite histoire, c'est que voilà, on avait l'entreprise qui devait amener le réseau électrique demandait 3 mois de délai pour amener
réseau et on a résolu le problème en 3 semaines. Voilà. Donc, ce qui a finalement donc décidé à la collectivité de choisir la technologie Wattway pour alimenter sa caméra de surveillance. Et puis, vous avez vu donc le fameux passage piéton avec 3 dalles et une batterie d'1 kWh. Et puis, donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est que vous voyez, on sait faire aussi de la borne de recharge de vélo à essence électrique en milieu urbain ou rural. Donc là, on est avec 6 dalles. On a un rack fourni avec 4 bornes de recharge, plus une batterie qui permet l'autonomie de 3 jours de réserve d'énergie. Et notre client a souhaité mettre un petit panneau borne de recharge gratuite, voilà, pour expliquer voilà, que j'utilise des vélos à assistance électrique, je bénéficie d'une énergie non nucléaire gratuite mise à disposition grâce aux dalles qui sont devant l'installation. Également, sur votre gauche, vous devez voir l'éclairage cheminement piétonnier. Donc là, on est sur une cible plutôt sur des aires de covoiturage ou des aires de repos. Donc, on est capable de faire fonctionner aujourd'hui des petites bornes individuelles de cheminement, d'éclairage de cheminement, voilà, avec des dalles. Donc, si on met 12 dalles, on va pouvoir faire fonctionner environ une vingtaine de bornes. Ce sont des bornes d'environ 15 watts. Et puis, vous avez donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'abri vélo. Donc, on en a un à Nantes qu'on vient d'installer, mais on en a 2 autres là, qui vont être installés à Paris, notamment, avec le Mobilipod de chez Nielsen Concept. Vous avez juste en dessous, ici, en dessous des photos, vous avez le lien. Donc, vous allez pouvoir regarder l'ensemble de nos références, l'ensemble de nos témoignages concernant Wattway. Vous allez sur Wattway by Colas et vous retrouverez donc il y a des petits films, vous retrouverez des articles de presse, vous retrouverez également donc des références de réalisation sur le territoire. Je vous propose de passer, voilà. Et juste revenir, s'il vous plaît, sur le slide. Voilà, très bien, merci. Alors, juste pour vous donner également quelques informations sur la seconde gamme qui est commercialisée à partir du 1er janvier 2021, qui est celle donc de la production énergétique. Autant Wattway Pack est tourné vers des usages plutôt publics, hein, et donc on est vraiment sur l'équipement d'usage en bord de voirie. Là, on est sur la production énergétique avec donc de l'autoproduction. Et là, je vous ai mis en photo donc trois exemples. Alors, il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui de Écomois, donc dans la Sarthe, hein, près du Mans, où donc une commune nous a suivis depuis le début et qui aujourd'hui continue à nous suivre. 48 dalles installées sur le parking de la mairie. Et donc, ces dalles sont en autoconsommation, puisque donc, elles produisent de l'énergie qui est en réinjection réseau, pour alimenter une partie du bâtiment municipal qui est là, plus vous avez 2 places d'autopartage électrique qui sont avec 2 bornes, qui sont donc alimentées avec les dalles Wattway. Et puis celui du milieu, donc on est dans le 93, dans Seine-Saint-Denis, à Bobigny, pour le canal de l'Ourcq. Et c'était un très bel exemple pour nous parce que ici on a un conseil départemental qui a une piste cyclable en bord de canal, et ce canal il y a une sorte de tunnel, enfin un grand pont. Ce pont n'était pas sécurisé et le conseil départemental nous a sollicité pour installer donc, des dalles à l'entrée du tunnel. Et ces dalles aujourd'hui font la production d'énergie qui permet d'éclairer 24/24 et 7/7 le pont. Et intéressant sur ce site, puisqu'on est quand même sur un site assez retiré, on est à Bobigny. Et ça nous a permis aussi de pouvoir tester la résistance des dalles. Et le retour que je peux faire aujourd'hui, c'est qu'on a eu 0 tentative de vandalisme sur les dalles Wattway collées au sol. Voilà, je vais m'arrêter là. Je crois qu'on a un slide qui doit nous envoyer. Je dois pouvoir le faire tout seul. Voilà, j'en ai terminé. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, il y a quelques questions vous concernant, et éventuellement, si quand il y a une question sur Arezo, éventuellement, si Arezo peut revenir aussi dans la boucle pour répondre à une question. Alors, vous concernant, il y a une question, où peut-on voir ces installations? Vous en avez donné quelques-unes. C'est peut-être aussi la question, quel est le potentiel de développement par rapport à ça? C'est-à-dire que là, pour l'instant, ce sont quelques exemples, mais selon vous, quel serait le marché à 2-5 ans de ces dalles tout à fait innovantes?
et quasiment une vente assurée. Nicolas Duhautoy, il dit pour les passages piétons sécurisés, pouvons-nous choisir le type de potelet ou est-ce qu'il est déjà défini? Donc, est-ce que vous ajustez? Autre question aussi de Nicolas Duhautoy, est-ce que les dalles peuvent être installées en chaussée? Et si oui, résistent-elles aux agressions type hydrocarbures, salage hivernal, etc.? C'est vrai que c'est un peu sûrement, vous parlez de la question du risque d'être abîmé, de vandaliser ou d'être volé. Il y a aussi la question de la résistance de l'outil. Et il y a une autre question aussi, peut-on imaginer ces dalles sur les routes où la charge est limitée à des vélos et des piétons? Il y a beaucoup de questions sur ça. Donc, on les prend un peu en groupe, sachant que vous restez joignables ensuite s'il y a d'autres questions qui se posent, bien évidemment. Alors, le marché, pour nous, aujourd'hui, alors sur la gamme autoconsommation, aujourd'hui, on a eu beaucoup d'expérimentations et donc maintenant, on va rentrer dans le scope concurrentiel à partir du premier semestre, sachant qu'on a baissé le coût par 3 aujourd'hui pour la gamme autoproduction. Donc, sur le marché, aujourd'hui, on se cherche encore un peu. Sur la gamme PAC, en revanche, aujourd'hui, on a des retours vraiment qui sont très, très enthousiasmants. Voilà, j'ai une vingtaine de sites aujourd'hui sur le territoire national depuis commercialisation novembre 2019. Donc, 20 sites en une année, avec donc sur des segments de mobilité douce, qui est un segment aujourd'hui qui est extrêmement sollicité. J'ai énormément de demandes sur l'équipement de véloroute, de plans cyclables, plus de l'équipement urbain. Si vous voulez, je pense que les usages, ils vont venir en plus sur la demande de nos clients. C'est-à-dire que nous, on a pensé à des usages aujourd'hui naturellement. Vous voyez, par exemple, le passage piéton parce que nous sommes un routier. Mais demain, bien évidemment, nos clients vont nous solliciter. On nous sollicite aujourd'hui pour faire du portail automatique avec des dalles Wattway. On est sollicité, par exemple, aujourd'hui pour faire de la recharge de bateaux électriques, de petits bateaux électriques avec VNF et avec des sociétés qui sont sur le bord de Seine à Paris. Hein. Donc, vous voyez, le marché aujourd'hui, il va être exponentiel pour nous, en tout cas sur les usages. Après, sur la résistance, aujourd'hui, donc les dalles peuvent être collées sur des pistes cyclables, sur des parkings, sur des trottoirs, sur des voiries. On a passé avec brio les tests chez Pont-à-Mousson. On a eu un test en grandeur nature à Tourouvre-Perche, hein, c'est la fameuse route solaire qui a été annoncée il y a 5 ans. Sur la route solaire, hein, juste pour aujourd'hui conclure, c'est que sur ce sujet-là, on vient de poser 500 mètres linéaires nouveaux de la dernière génération de dalles Wattway avec le département de l'Orne. Merci. Voilà. Donc, vous avez bien mis le lien sur YouTube et je pense qu'il y a d'autres questions qui pourront venir et on vous les transmettra bien évidemment. Alors, Madame Deschamps, en fait, il y a une question pour un réseau sur votre présentation. L'entrée des données, est-ce qu'elle est faite en bureau ou est-ce que l'outil intègre les traçages qui sont faits par les chefs de chantier? Une question technique sur votre présentation. Oui, les chefs de chantier, une fois qu'ils sont sur le chantier, ils peuvent prendre des levées de points sur eux-mêmes avec l'appareil, ce qui permet justement d'obtenir après un fichier CSV qui peut être envoyé au bureau et où les points qui ont été pris par les chefs de chantier sont donc mis au bureau pour les éventuels exploitants des fichiers. Ok, merci beaucoup. Alors, on revient à David Michon qui est encore là. Une question aussi, est-ce que vous travaillez aussi avec les bailleurs sociaux qui peuvent être légalement personnes organisatrices morales pour l'autoconsommation solaire photovoltaïque? Est-ce que vous pourriez travailler avec des structures de bailleurs sociaux pour la rénovation de l'éclairage urbain ou des parcs de logement des bailleurs sociaux? Oui. Et on vous donne aussi des idées de développement éventuellement. Oui, alors c'est vrai que sur les bailleurs sociaux, donc on est aujourd'hui, on répond actuellement à plusieurs marchés sur le nord de la France et en Picardie. Actuellement, donc c'est un peu confidentiel parce que on n'a pas encore eu les retours, mais c'est intéressant parce que les bailleurs sociaux nous sollicitent sur les deux sujets. Donc c'est-à-dire autant sur de l'autoconsommation. Aujourd'hui, on a par exemple un gros sujet sur le nord où on a proposé plus de 200 dalles installés pour participer à l'éclairage sur de l'habitat hein, et du bâtiment d'affaires. Mais on est également sollicité avec des bailleurs pour de l'équipement, notamment d'éclairage public, sur le sujet notamment passage piéton. Voilà. Plus global.
Merci beaucoup, merci aux intervenants antérieurs aussi. Alors, on va continuer à rêver et voir alors de la réalisation concrète et surtout aussi des projets d'avenir avec la route bas carbone proposée par Eiffage et c'est présenté par Hervé Dumont. Oui, bonjour à tous et tout d'abord merci pour cette invitation, merci pour cette journée sur l'innovation. Donc, comme l'a dit Monsieur Duhamel d'ailleurs en introduction de cet après-midi, après 2 exemples de transition plutôt basés sur les nouvelles technologies, moi je vais vous parler de l'aspect plutôt transition écologique. Alors, je ne vois pas mes slides. Voilà. En vous parlant donc effectivement du concept de la route bas carbone qui s'inscrit plus largement dans une démarche du groupe Eiffage, une démarche bas carbone qui va concerner l'ensemble des activités du groupe. Si vous pouvez passer le slide. Voilà, donc effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus de contestation possible. Tout le monde voit sur la base des simples chiffres qui sont affichés devant vous et qui sont extraits du rapport climat effectué par Eiffage cette année en 2020. Il n'y a plus de contestation possible sur la nécessité de s'inscrire dans une transition, dans un changement des habitudes par rapport à nos modes constructifs, par rapport à nos façons de construire et de faire. Très clairement, aujourd'hui, l'impact du réchauffement climatique a des conséquences sur nos façons de vivre et très clairement, il est nécessaire de revoir la façon pour nous de travailler. Slide suivant. En fait, Eiffage, dans son action, a défini depuis plusieurs années un plan carbone qui a une originalité assez marquée, dans le sens où, en fait, on va voir sur la slide qui est ici présentée, on va dire quelque chose qui est commun aujourd'hui à toutes les entreprises, toutes les entités qui cherchent à travailler sur leur impact carbone. C'est ce qu'on appelle le plan GRI. On est sur une logique de réduction des impacts propres au mode de fonctionnement de l'entreprise, tant sur des systèmes qui vont concerner le déplacement, les consommations, les productions de nos différents produits nécessaires à la construction routière. Et là où la particularité va apparaître par rapport à notre groupe, c'est effectivement la définition de ce que chez nous on appelle le plan bleu, un peu comme sur la base du tarif EDF. Le principe du plan bleu, c'est tout simplement de permettre dans nos divisions de recherche et d'innovation, dans nos différents métiers du groupe, d'être challengés pour offrir à nos clients la possibilité eux-mêmes, par des solutions techniques, des procédés, des produits bas carbone, de permettre à nos clients de travailler eux aussi sur leur impact carbone dans leur passation de marché et dans leur capacité à construire différemment. C'est ce qu'on appelle les émissions évitées par l'offre. Slide suivant. Voilà, alors, dès qu'on commence à rentrer dans le détail des différentes activités du groupe, eh bien, on rentre dans une logique qui est celle de la recherche et développement au niveau de la route. Et globalement, quand on parle d'activité de la construction routière, on essaie d'identifier les leviers d'action sur lesquels nous pouvons agir. Le premier grand levier d'action sur lequel la construction routière est réputée impactante, c'est la consommation énergétique. En effet, la plupart de nos produits, pour être mis en œuvre, notamment tout ce qui est enrobé bitumineux, est généralement chauffé à des températures de l'ordre de 160 degrés. Ça génère des consommations d'énergie, soit en fioul, soit en gaz. Très clairement, il va être utile et nécessaire demain de refroidir ces températures d'enrobage, donc d'aller vers des enrobés dits à température abaissée, tiède et de main froid. Le deuxième impact énergétique qu'on voit dans la profession de la construction routière, c'est la notion de transport. Tout ce qui se transporte est consommateur d'énergie. Plus on pourra travailler en place, plus on pourra travailler des circuits courts, plus on pourra privilégier des ressources locales et mieux on se portera en termes d'impact carbone. Sur le slide suivant, on va voir un autre levier d'action qui est également un très gros impact dans la construction routière, c'est que la route est un consommateur de matériaux. On a, pour construire des routes, la nécessité de consommer des granulats et la nécessité également de consommer des ressources fossiles non renouvelables, puisque la principale colle utilisée dans la route, ça reste le bitume. Le bitume vient du pétrole, c'est, on va dire, le résidu de la distillation du pétrole. Et donc, si on veut pouvoir diminuer les impacts carbone dans la construction routière, il nous faut privilégier tout ce qui va être recyclage et tout ce qui va être la recherche de ressources qui pourront se supplanter ou en tout cas se substituer progressivement au pétrole. Alors, en fait, tout ça se traduit pour nous et c'est aussi pour moi l'objectif de vous montrer ce qu'on appelle une démarche d'innovation continue
puisqu'en fait, l'innovation, comme l'a dit d'ailleurs Philippe Gotland de la FNTP tout à l'heure, c'est souvent un acte partenarial, mais c'est aussi et souvent un acte long et continu qu'on va mener en fait dans l'entreprise. Et là, je vais vous raconter donc l'histoire d'une gamme qui est née chez nous à partir des années 2012. En 2014, on va breveter en fait un premier produit qui s'appelle l'émulsion et qui met en valeur la capacité d'un produit, la poix de tall-oil, qui a des propriétés de régénération du bitume. C'est ces propriétés qu'on va mettre en valeur. On va déposer un brevet sur l'émulsion Recital et on le fait parce qu'on a analysé au niveau du carbone sans se soucier au tout départ de quelques logiques économiques au début du raisonnement, tout simplement parce qu'on va chercher à utiliser une matière renouvelable, si possible provenant des arbres et si possible dans une possibilité de valorisation locale, tout en restant dans des logiques de valorisation d'un produit qui, par ailleurs, n'a pas forcément d'usage local. C'est le cas de la poix, qui aujourd'hui est un résidu de l'industrie papetière, qui, avant qu'on ne puisse l'utiliser dans les routes, était tout simplement brûlé, donc contribuant ainsi au réchauffement climatique général. Slide suivant. Alors effectivement, tout ça vient de quoi? Eh bien, l'industrie papetière fonctionne sur la culture de résineux, et notamment chez nous dans les Landes. Elle produit aujourd'hui du papier kraft et du carton d'emballage. Tous les cartons d'emballage aujourd'hui qu'on trouve sur les réseaux Internet, notamment les livraisons liées à toute cette explosion du net au niveau du commerce, ça génère beaucoup de besoins en emballage. Et aujourd'hui, à l'issue de ce process, eh bien, il existe un coproduit ou un résidu qui, une fois distillé, va nous permettre de récupérer la poix. Cette poix, on sait la façonner dans nos usines routières qui habituellement travaillent avec du bitume et on a su faire l'émulsion de poix qu'on a appelée Recital. Dès lors qu'on fait ça, eh bien, on va écrire l'histoire, on va continuer à l'écrire sur le slide suivant en passant à l'industrialisation. C'est très bien d'avoir trouvé la mise au point d'une émulsion, mais on va chercher maintenant à réaliser des chantiers avec. Et pour ça, on va utiliser cette émulsion Recital, comme dans toutes les techniques à froid au niveau de la route, plutôt sur des trafics faibles à moyens. On va donc pour cela fabriquer des produits, soit dans des usines, les usines locales d'enrobage, c'est ce qu'on a appelé le Recital Biocold. Et puis, on va également aller jusqu'à essayer d'aller à la quintessence de la diminution de l'impact, c'est-à-dire être capable de travailler sur place en retraitant les chaussées en place et en les régénérant directement sur place avec une émulsion végétale. C'est le procédé Recital ARM. Donc aujourd'hui, Recital ARM, c'est un procédé qui a été repéré au niveau de l'État, puisqu'on s'est vu attribuer le concours de l'innovation nationale au niveau du comité innovation route et rue en 2017. On est sur un système qui recycle à 100%, puisqu'en fait, on récupère tous les matériaux de la chaussée présents en place. Aujourd'hui, le procédé est parfaitement industrialisé. On réalise plus de 150 000 à 200 000 mètres carrés par an de Recital ARM. Et on est clairement sur aujourd'hui un procédé routier qu'on va considérer, en tout cas selon les calculs, avec un impact carbone vraiment minimalisé, puisqu'il n'y a plus de transport, plus de chauffe, et on n'a plus besoin de la ressource fossile non renouvelable, qui est le pétrole. On l'a remplacé par la ressource renouvelable végétale. Je crois que vient ici une petite vidéo, Nathalie, si vous pouvez la passer. Voilà. Dans votre trésor, on va parler de l'environnement. Vous le savez, la COP24 vient de débuter en Pologne, à Katowice. 200 pays sont réunis pour tenter de concrétiser les engagements des accords de Paris. La France est représentée par François de Rugy. Alors, dans ce contexte, saviez-vous que l'on peut aussi rendre nos routes plus écolo? Dans le département de l'Hérault, du bitume végétal a ainsi été utilisé sur un tronçon test. Et pour le moment, tout le monde n'y trouve que des avantages, comme l'ont constaté Anne Domy et Sylvain Doba. À première vue, difficile de faire la différence avec une chaussée classique. Pour comprendre ce qui se cache sous ce bitume innovant, il faut donc creuser un peu. Cette ancienne route abîmée a récemment fait peau neuve sur une dizaine de centimètres d'épaisseur. Une toute nouvelle technique de lifting censée tenir 15 ans, obtenue grâce à un drôle de mélange. Au bitume polluant classique issu du pétrole ici en noir, a en fait été incorporée cette émulsion jaune qui, elle, est 100% écologique.
L'origine du produit, c'est des arbres, donc des pins, qui ont servi notamment à fabriquer du papier craft, qu'on valorise parce que normalement il est utilisé comme combustible. Nous, on le valorise en le réutilisant dans les routes et en refaisant des routes, en réparant des routes avec cette émulsion de liant végétal. Réparer les routes sans y ajouter de pétrole. L'expérimentation a été menée cet été sur ce tronçon de départemental au nord de Montpellier. Contrairement à la méthode classique, toute l'opération est faite sur place, avec une seule et même machine qui rabote et concasse d'abord la route abîmée, la mélange dans la foulée au liant végétal, puis réapplique le tout à froid sur la chaussée. Plus rapide et surtout plus écologique. L'intérêt, c'est effectivement de ne pas consommer de matériaux autres que ceux qui sont dans la chaussée. Donc c'est beaucoup moins de camions sur les routes, c'est beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre. Sur ce tronçon test de 2,5 km, 100 tonnes de CO2 auraient ainsi été économisées, soit l'équivalent de 650 allers-retours en voiture entre Paris et Montpellier. Des économies pour la planète, mais aussi pour le porte-monnaie du département de l'Hérault qui finance l'expérience à hauteur de 250 000 €. Une réfection écolo de la chaussée comme celle-là, c'est en moyenne 10 à 20% moins cher. Par exemple, nous, sur les routes, entre le renouvellement des chaussées ou autres, on y met environ 20 millions d'euros par an. Sur nos routes, on peut rapidement générer des économies. Oui. Reste à savoir si ce liant végétal tiendra aussi bien la route que le bitume classique. Pour en avoir le cœur net, des tests seront menés en laboratoire pendant 3 ans. En attendant, d'autres matières naturelles sont déjà à l'étude, comme les algues ou encore le sucre des betteraves, qui pourraient eux aussi bientôt alimenter nos routes. Je réallume le micro, donc je vais effectivement aller relativement vite. Donc pour la suite de la présentation, vous expliquer que ce Rocital ARM, on peut effectivement le fabriquer également pour des usages plus quotidiens dans les usines dans les usines du réseau de fabrication habituelle des centrales d'enrobés. Slide suivant. Et si on continue, donc effectivement, une fois qu'on a, toujours dans cette logique d'innovation continue, une fois qu'on a trouvé un bon concept, on va tout simplement chercher à le déployer. Après les trafics faibles et moyens, on va aller vers les forts trafics. Et là, on va travailler sur la capacité non plus à faire du froid, mais à faire du tiède, puisque tout simplement, pour avoir la performance mécanique, il faut effectivement chauffer un petit peu les matériaux quand même. Et donc, va être mis au point l'enrobé recyclé végétal Biofalt. Slide suivant. Donc, c'est le même principe. On va toujours travailler avec un maximum de matériaux recyclés pour pouvoir aller régénérer les bitumes. On va y adjoindre un petit peu de granulat neuf parce que là, évidemment, on n'est pas en place. On ne peut pas recycler à 100% aujourd'hui dans les postes d'enrobage. Et on va introduire notre liant végétal biosourcé Biofalt. Ce produit est également repéré et il est validé au niveau du CI2R 2019. C'est bon, slide suivant si vous voulez. Donc, vous verrez, on n'aura pas la possibilité de passer une petite vidéo, mais vous pourrez taper ces mots-clés sur ATM des routes végétales. On vient de réaliser le premier chantier autoroutier avec ce liant végétal. Le réseau concédé AP2R a réalisé lui aussi une planche de 2 km là tout récemment. Et donc, ces opérations sont actuellement suivies en test dans des conditions plutôt de réseau alpin pour les tester en conditions rigoureuses. Pour terminer, une fois qu'on a fait le faible, le moyen et le fort trafic, on va se tourner vers le reste de la gamme, et en l'occurrence, tout ce qui va concerner l'aménagement urbain et les mobilités douces. On va pouvoir donc, cette fois-ci, toujours utiliser notre liant à base végétale, mais on va l'introduire pour faire des revêtements, slide suivant, des revêtements qui, cette fois-ci, ne sont plus noirs, puisqu'on va les utiliser en association avec des granulats dont on va chercher la teinte spécifiquement pour pouvoir faire de jolis aménagements. Alors, on est en plein dans la thématique actuelle des mobilités douces, de la loi L'Homme. On sait rendre ces revêtements biochrome perméables pour lutter contre les phénomènes d'imperméabilisation des sols et d'artificialisation des sols en essayant au maximum de ne pas perturber les écoulements naturels, de l'eau notamment. Et puis, comme on sait travailler des teintes claires, on va pouvoir là aussi contribuer à réduire les îlots de chaleur urbains, ce qu'on appelle positivement les îlots de fraîcheur. Voilà. Pour terminer, c'était un petit appel parce que là aussi, il y a une véritable question à se poser. Toutes ces questions, toutes ces innovations, il va falloir pouvoir les mettre en œuvre. Et pour ça, c'est au travers des marchés publics qu'il va falloir le faire. La profession est prête à le faire sans aucun problème. On sait tous faire des enrobés tièdes, on sait tous travailler sur nos impacts carbone.
ouvrez vos marchés à variantes, ouvrez à des préconisations environnementales. Dernier slide, si vous voulez bien, et j'en aurai terminé. Parce que vous avez tous les moyens dans les marchés publics pour pouvoir valoriser en fait les efforts bas carbone que font les entreprises, que font l'ensemble des acteurs de la construction pour demain être moins impactants. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je crois qu'il faut remettre votre micro, Monsieur Delcourt. Ton micro, Nicolas. Oui, excusez-moi. Merci, Monsieur Dubon, pour votre intervention. Évidemment, il y a la contrainte de la présentation en 10 minutes, 10-12 minutes. Une remarque de David Marquilly qui dit que Beunier, à l'époque, donc une entreprise TP du Nord-Pas-de-Calais, il y avait un procédé équivalent dans les années 90, atelier de reconditionnement de chaussée 700. Et une question technique, la plus de Nicolas Duhautois, une remarque: le recyclage sur place des enrobés sous-entend qu'aucune trace d'amiante ou d'HAP ne soit trouvée dans les diagnostics. Alors, est-ce que pour vous, c'est une contrainte? Comment vous gérez ça? Réponse évidemment très rapide, merci. Votre micro. Votre micro. À mon tour, j'ai coupé le micro, désolé. Oui, non, réponse très rapide. L'entreprise Beunier, aujourd'hui, c'est une des mères au niveau des mamans, au niveau des Eiffage Route, puisque Beunier a rejoint SCR, puis Gerland et ainsi de suite, tout ça a créé finalement Eiffage Route. Donc l'Arc 700, rassurez-vous, elle est toujours chez nous. On a fait sa fille, elle s'appelle l'Arc 1000 aujourd'hui, et elle est tout à fait capable de continuer à travailler sur cette thématique-là. Elle va plutôt, elle, par contre, en structure de chaussée. Elle va travailler plus en profondeur pour régénérer des structures de chaussée. Elle ne travaille pas au liant végétal. Par contre, la deuxième question sur les HAP et sur l'amiante, il faut savoir qu'effectivement, ces machines, aujourd'hui, avec un équipement spécifique qu'on peut monter dessus pour les mettre sous forme de protection, on va monter autour d'elle une protection sanitaire, essentiellement par mise en place d'un dispositif d'aspersion. On est capable aujourd'hui de retraiter des chaussées très chargées en HAP, y compris, on a des tests qui sont bientôt prévus avec de l'amiante, parce qu'on va tout simplement protéger les gens qui travaillent autour. Et donc, c'est une solution par rapport à votre problématique. Et le procédé, d'ailleurs, s'appelle Recycline, celui-là, pas Recytal, mais Recycline, parce qu'effectivement, le but du jeu est de s'attaquer aux chaussées polluées. Celui-là, il a également été primé, d'ailleurs, par l'État en 2015. Okay. Merci beaucoup. Alors, on a parlé tout à l'heure de la société Néo-Éco au niveau du canal Seine-Nord. Néo-Éco est partout, apparemment, parce qu'il est aussi sur un autre gros chantier, moins important que le chantier canal Seine-Nord, mais quand même pas trop mal, c'est le Grand Paris. Et Julien Rénal, donc, vous travaillez sur la question de la valorisation matière et notamment donc l'économie circulaire des déblais. Si vous pouvez présenter ça, même contrainte que pour tous les intervenants en une dizaine de minutes. Merci. Merci. Excusez-moi, tout à l'heure, je n'avais pas de bruit et là, j'ai des travaux qui ont commencé à côté. J'espère que ça va aller. Si c'est des chantiers, c'est pas trop grave, on vous pardonne. On ne s'était pas concerné avec Hervé avant, mais on va faire la suite de sa conclusion. En fait, nous, l'idée était d'utiliser la Société du Grand Paris et le Grand Paris Express pour montrer que l'innovation, au-delà du côté technique, elle était sur l'implication des acteurs et les nouveaux rapports qu'on pouvait avoir entre les maîtrises d'ouvrage et les acteurs qui allaient être sollicités sur ces chantiers. Donc, alors, effectivement, là aussi, un beau chantier on peut le dire, c'est des chantiers qui sont hors normes de par leur taille, de par leur volume, mais qui du coup permettent aussi d'accélérer ces innovations, ces transitions, les acteurs impliqués, parce que de toute façon, c'est des chantiers tellement hors normes qu'on ne peut pas les gérer comme d'habitude. Et l'enjeu, c'est que ça ne soit pas des choses qui soient faites temporaires pour ces chantiers, mais de profiter de ces chantiers locomotifs pour changer les façons de faire. Bon, le Grand Paris, du coup, c'est 200 km de métro, de lignes automatiques, 68 gares, 700 techniques. Enfin,
Les volumes, quand on ramène ça en volume de terre, on parle toujours des terres du Grand Paris, c'est 45 millions de tonnes juste pour ce projet. Donc, en fait, c'est juste énorme. Et dès le début, la Société du Grand Paris, pour le Grand Paris Express, s'était mis des ambitions, avant même que la loi soit passée, de 70% de valorisation des déblais. À aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, après les premiers retours d'expérience des chantiers, on était à 45%, ce qui est pas mal, mais ce qui est quand même loin du compte. Mais avec les avancées et les recherches, non seulement l'objectif de 70% y reste, mais il est même l'objectif est même d'aller plus loin et de tirer vers les 85%. J'ai fait un zoom pour voir à quel point donc c'est une démarche qui peut être territoriale et on fait des zooms avec eux sur des territoires. C'est que rien que sur Plaine Commune, qui est un territoire, un établissement public territorial au nord-est de Paris sur lequel passe le Grand Paris Express, donc c'est 45 millions de tonnes. Mais à l'échelle d'un territoire, déjà là, on est sur 21 ouvrages, 3,9 millions de tonnes. Donc, pour tout le monde qui connaît ces sujets, c'est juste des chiffres énormes et ça a un impact énorme sur le territoire. Du coup, l'enjeu pour la Société du Grand Paris, c'est pas juste d'avoir une valorisation, on va dire, volume. Et donc, clairement, sur les 45 millions de tonnes, le but, c'est de trouver des exutoires qui vont prendre le plus de volume possible. Mais on travaille avec eux sur la valorisation matière. Et donc, cette valorisation matière, c'est d'aller d'utiliser les déchets en substitution à d'autres matières. Donc nous, NeoEco, c'est notre raison d'être. On veut vivre dans un monde sans déchets. Pour ça, on crée des boucles d'économie circulaire avec les matériaux. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille sur les chantiers comme Canal Seine-Nord ou le Grand Paris Express. C'est pour maximiser la réutilisation de ces matières et la valorisation de ces matières. Donc, les process sont les mêmes. Nous l'enjeu, on le voit, il y a 3 phases pour la Société du Grand Paris, mais on retrouve les méthodes similaires pour des Canal Seine-Nord ou pour des projets plus petits. C'est la caractérisation du gisement, c'est de savoir de quoi on parle, leurs caractéristiques physiques, chimiques, et l'identification de potentiels et des filières exutoires. Donc là, il y a un vrai travail là, quand on parle des terres du Grand Paris, en fait, c'est des centaines de caractérisations différentes pour aller chercher quelles sont les familles et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Mais le cœur de ce dont je voulais vous parler, c'est cette phase 2, qui est le développement de filières, qui vient bousculer nos habitudes et comment on fonctionne dans les filières. Et puis, il y aura une phase 3 de mise en œuvre, mais qui est déjà un peu en route au vu des projets qui sont déjà lancés. Et je vais vous mettre directement là, comme ça on gagnera du temps. Donc en fait, l'enjeu, ce qui nous montre avec la phase 2, c'est le pouvoir de la maîtrise d'ouvrage. C'est que la maîtrise d'ouvrage, et je vais vous lire une citation de Thomas Gaudron de la Société du Grand Paris qui résume bien, la maîtrise d'ouvrage, elle est poussée dans ses retranchements et elle doit apprendre à travailler différemment. On est moins dans une relation client-fournisseur classique, et plus dans une démarche partenariale. Donc Thomas Gaudron, il nous dit sur les industriels, ils sont encore peu enclins à utiliser cette matière première que la Société du Grand Paris essaye de générer, car ils ne sont pas sûrs de leur déboucher. Il faut donc travailler en parallèle sur l'offre et la demande. C'est pourquoi nous avons dû tout créer depuis le début, sans attendre la maturité du marché, et lancer des initiatives expérimentales. Et c'est là, en fait, tout l'enjeu, et nous on le voit sur tous nos projets, c'est que il faut à la fois travailler sur l'offre, sur la demande, et finalement, là je vous mets, c'est le finir c'est amorcer la boucle et amorcer la filière. Encore plus dans les travaux publics que dans le BTP, parce que là on le voit, les volumes de matériaux permettent ça. Donc il y a beaucoup de choses qui existent, et là encore sur la création de la boucle, on n'est pas tant les solutions techniques, et on vient d'en voir plusieurs. Et c'est la conclusion d'Hervé, c'est les solutions techniques existent, il y a des exutoires, il y a des choses qui peuvent être mises en place, mais souvent on bute pas sur l'innovation technique, mais sur la mise en place de ces innovations techniques, sur soit d'un côté sur l'offre, soit d'un côté sur la demande, parce que les gens disent oui, je sais que ça existe, mais moi je préfère travailler différemment, ou j'ai l'habitude de travailler comme ça, donc ça demande un changement d'habitude, un changement du travail ensemble et de toute la filière. Et donc là, la maîtrise d'ouvrage, elle est en train de bouger et c'est intéressant. Et donc là, ce retour d'expérience,
c'est comment la SGP transforme son territoire et son écosystème et joue un rôle, au-delà d'être un simple client, mais d'animateur de cette filière. Et les 3 signaux forts qui sont donnés par la SGP et qu'en font un acteur incontournable sur le territoire et qui a un retour d'expérience intéressant, et notamment pour les fournisseurs sur comment on y répond, c'est qu'il y a un premier signal qui est l'amorçage de la boucle, qui est finalement le plus facile. C'est de dire, moi, je possède un gisement, je détecte ce gisement, mais je vais faire le travail amont de mieux comprendre mon gisement pour être un meilleur client et de, vérifier quels sont les champs du possible sur mes gisements. Et donc ça, c'est le travail de caractérisation et le travail scientifique qu'on fait avec eux de définir les exutoires et les meilleurs exutoires possibles pour les gisements qui existent. Et là, le signal 2, c'est de donner l'exemple. Et donc, au-delà de juste dire, il y a des champs des possibles que moi j'ai identifiés avec mes partenaires où on a fait des recherches, des formulations sur les écomatériaux possibles, c'est de dire, moi-même, je vais montrer que j'ai des besoins et que si c'est un écomatériau qui est assez bon pour entrer dans la construction du Grand Paris Express, c'est un signal fort pour dire au marché, il est assez bon pour beaucoup de choses. Et donc, pour ça, il y a une évolution du cahier des charges. Donc, le gros de cette évolution, c'est pas une évolution technique, mais c'est une évolution dans les cahiers des charges. C'est une façon de passer les commandes différentes. Et puis, le signal 3, c'est d'avoir une approche systémique et partenariale. C'est que justement, comme ces filières n'existent pas, ou que tout le monde, à juste titre, est plutôt frileux en disant « Ok, ça marche techniquement, mais moi, est-ce que demain, je vais avoir des clients? Est-ce que je suis capable de gérer ces volumes ?» Eh bien, il y a une implication en amont. Donc, on travaille avec la Société du Grand Paris pour avoir des appels à manifestation d'intérêt. C'est de dire j'ai identifié mon gisement, j'ai identifié des champs possibles d'utilisation, j'ai des formulations, j'ai des besoins en volume. Je vais travailler avec les industriels, avec les plateformes. Donc, c'est 36 plateformes et 36 partenaires qui représentent 110 plateformes qui ont répondu à l'appel d'offres et qui travaillent avec la Société du Grand Paris sur leur capacité à répondre à ces besoins et qui acceptent de venir répondre à ça parce que la Société du Grand Paris a dit « je vais jouer le jeu et je vais changer ma façon de commander et réintégrer ces matériaux, notamment chez moi ». Et en plus de la Société du Grand Paris, il y a un vrai travail partenarial avec le reste des territoires. Donc là, c'est pour ça que je vous mettais en exemple Pleine Commune, où Pleine Commune dit « moi aussi, je vais jouer le jeu et changer ma façon de commander pour intégrer ces objectifs dans mes carnets de commandes pour avoir des exutoires pour ces marchés ». Donc on voit, il y a une innovation technologique, technique, et on le voit dans les présentations précédentes, il y a les acteurs qui sont en ordre de marche, mais pour qu'elles prennent toute leur ampleur, on a besoin de synergie multi-acteurs, de travailler différemment en mode partenarial et en écosystème, et où et la maîtrise d'ouvrage et les fournisseurs doivent jouer un rôle et travailler en amont, parce qu'on n'a pas là des solutions toutes faites, on est dans un simple rapport client-fournisseur, mais bien dans une démarche partenariale où il faut qu'en fait l'ensemble de la chaîne bouge en même temps et ensemble pour fournir des solutions et faire qu'on avance sur ces marchés. Je suis à 10 minutes, je vous laisse et je réponds à vos questions si vous en avez. Merci pour cet effort de concision et de précision. Alors, au niveau des questions, on était encore sur le recyclage. On va attendre que les questions viennent, sachant qu'il y a aussi le chat qui permet aux gens de partager leurs questions et d'échanger entre elles. Alors, je reviens sur une autre question qui avait été posée. Alors, pour le Canal Seine-Nord, là, en l'occurrence, une question de savoir s'il y avait des variantes innovation, des variantes innovantes, est-ce que ce serait pris en compte par la Société du Canal Seine-Nord? Et donc, réponse de Jérôme Desaubry, oui, en effet, c'est dans la politique achat d'accepter des variantes innovantes de la part des entreprises lorsqu'elles répondent à un appel d'offres. Alors, au niveau question, écoutez, votre exposé a été d'une impeccable précision. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Dans la petite précision qui va pour le Canal Seine-Nord, mais pour la Société du Grand Paris, c'est justement de l'ampleur des projets et l'innovation que ça représente et que ça nécessite, c'est de travailler justement sur ces appels d'offres pour dire, là où avant on avait peut-être des appels d'offres avec des lots plus gros et on disait c'est le constructeur, on faisait porter à la charge du répondant à l'appel d'offres l'innovation et trouver les solutions. Là, on voit que le client s'implique beaucoup plus et dit, je vais travailler avec vous en amont et peut-être faire des lots séparés. Et donc là, on va avoir des lots de valorisation spécifiques pour que ce sujet il ne soit pas noyé dans la masse et qu'on ne fasse pas porter à quelqu'un d'autre la responsabilité, qu'elle soit partagée entre les acteurs. OK. Merci beaucoup. Écoutez, s'il y a aussi des questions, évidemment, dans le chat, question Bernard Duhamel.
concernant la législation, notamment les marchés publics, sont-ils un frein aux démarches partenariales? Je sais pas si... Comment? Qu'est-ce qui serait un frein? La législation et les marchés publics. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, on se met des contraintes, c'est plus par habitude et par précaution. Mais en fait, les lois existantes, le code des marchés existants, déjà, il est assoupli régulièrement depuis quelques années, même si c'est de façon temporaire. Et donc, on arrive à faire des choses, quand il y a une maîtrise d'ouvrage qui a envie, quand on est déjà dans une démarche partenariale, on arrive à faire des choses vraiment innovantes sur le sourcing. Et donc, il y a justement le code des marchés, il n'interdit pas de se poser des questions, que le client, il travaille différemment et qu'on puisse se parler avant pour voir qu'est-ce qui existe sur les territoires, quelles sont les capacités et justement comment on maximise ces outils pour qu'ils soient au service du projet et pas contraignant et restreindre les capacités du projet. Et puis là, de toute façon, c'est des projets qui sont tellement hors normes que ça favorise ça et que justement, ça ouvre la voie pour des projets moins importants à dire, bah, en fait, le cadre législatif actuel permet déjà tout à fait ça. Je vois qu'Hervé Dumont revient sur scène. Vous avez peut-être quelque chose à dire par rapport je voulais pas partager exactement ce que vient de dire Julien. Tous les dispositifs en fait existent. Hein. Il suffit juste effectivement de regarder dans les articles du code. Il y a des partenariats d'innovation, il y a des dispositifs innovation qui existent. Tout ça, c'est effectivement essentiellement lié aux habitudes, aux usages et aux habitudes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ce que dit aussi Philippe Gotland sur le chat, je confirme, on se met des contraintes qui n'existent pas, la force des habitudes, la peur du changement, il faut travailler ensemble, ce que Philippe tu disais tout à l'heure. Alors, il y a une question assez rapide de Samir Missaoui concernant NeoEco, ses actions sur le Grand Paris et le canal Seine-Nord. Quelles sont les différences entre les deux grands chantiers? Et vraiment très très rapide éventuellement. Les méthodes sont les mêmes, on est sur des gisements différents, mais les méthodes sont les mêmes. Donc, on est d'abord dans une première phase de caractérisation, de savoir où on va. Nous, notre rôle, c'est justement de ne pas arriver avec des recettes toutes prêtes et de dire il y en a pour 10 ans et 1 million. C'est de commencer bouchée par bouchée. Donc là, avec le canal Seine-Nord, on commence juste la phase d'étude, même si finalement, ça va se lancer vite. Alors qu'avec le Grand Paris, on a déjà fait ces phases de caractérisation. On sait quelle famille on veut mettre en place. Et là, on est dans justement l'épaisseur de la boucle et de comprendre, de commencer à travailler sur les filières avec les partenaires qui commencent à être identifiés parce que c'est un chantier qui est en cours. Donc, on a des phases différentes. Je ne sais pas jusqu'où on ira avec le canal Seine-Nord, mais c'est un projet qui est hyper ambitieux, qui a un vrai ancrage local, qui a envie d'aller très loin. Et donc, on espère être impliqué pour beaucoup de choses et longtemps, et surtout au service des acteurs du territoire et de faire monter un écosystème en compétences et pas juste quelques acteurs. Ok, merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on commence à s'habituer maintenant avec les chats, les questions et tout. On arrive à jongler, à relayer toutes vos questions qui sont tout à fait intéressantes. Donc, techniquement, vous pouvez continuer à aller sur le chat pour échanger. Les premiers chats étaient un peu pour dire on n'entend pas bien, on voit pas bien. Et maintenant, on est sur les questions plus techniques en lien avec les interventions. Donc, les intervenants sont aussi sur le chat. Donc, si vous voulez continuer à poser des questions, là maintenant, c'est sur le chat. Et quand vous posez des questions, c'est souvent des questions qu'on peut relayer à la fin des interventions. Vous aurez certainement beaucoup de questions sur la thermographie infrarouge aux excitations micro-ondes appliquées à l'auscultation d'un élément de béton-armé. C'est notre troisième partie, la recherche. Alors, on a 2 interventions qui seront aussi la conclusion de ces échanges sur l'innovation et les travaux publics.